facile, hein. Cher public, bonsoir. Quelle joie qu'il fasse beau. On a travaillé beaucoup pour cette soirée. Et simplement, je voulais vous dire, je voulais aussi remercier, il faut remercier beaucoup de gens pour des moments merveilleux. J'espère que ça va être le cas ce soir. Mais déjà, on remercie tous ceux qui font en sorte que ça puisse l'être, déjà. Voilà. Et merci à l'Orchestre de Chambre de Toulouse qui sont venus de Toulouse aujourd'hui. On a travaillé ensemble ces derniers jours. Et ils sont toujours partants pour ces aventures extraordinaires. Et moi, ça me fait très plaisir de travailler régulièrement avec vous. Donc bravo à eux. Olivier Bellamy, vous le connaissez, c'est vraiment l'une des plus belles voix de Radio Classique. Et là aussi, c'est une très belle rencontre puisqu'il est parti avec nous il y a plus d'1 an en Iran. Et on a vraiment, du coup, à l'issue de ce voyage, on a vraiment pu se connaître et sympathiser. Et quand j'ai vu à quel point cet homme avait le sens, je dirais, du verbe, et c'est un écrivain que vous connaissez naturellement, mais il a un don, il a un vrai talent de conteur. Et effectivement, quand on a commencé à réfléchir ensemble, avec Monsieur le maire, à un événement un peu particulier, eh bien, Olivier, on a pensé à Caroline, c'était la personne la plus à même d'incarner cette démarche. Et vous allez voir, il a écrit un conte que je trouve merveilleux, qui est aussi spirituel que poétique, et qui nous interpelle également à une forme d'humanisme incroyable. Et peut-être cette touche vient de la part de Caroline d'ailleurs, qui a été un petit peu, quand on a fait des réunions préparatoires, vous savez, c'est un cheminement à l'année pour vous proposer cette création ce soir. Alors, merci à tous et merci à Olivier d'avoir accepté ce défi. Et très bonne soirée. Il était une fois un chien de bonne race, Pierre Tigré, qui vivait dans un quartier tranquille. Un jour, un vagabond s'installa juste devant chez lui, de l'autre côté de la route. Ce chat venait des sombres pays du Sud, où la guerre faisait rage. En le voyant faire sa toilette sous ses fenêtres, notre chien, de bonne race et de fier pédigré, laissa échapper un jappement agacé. Allons bon, est-ce qu'il ne pourrait pas faire ses ablutions ailleurs, ce rastaquouère griffu? Oh, ce n'était pas un mauvais chien, mais il avait travaillé dur à la chasse pour s'offrir une niche agréable dans une zone résidentielle. Or, il savait que les chats étaient source d'ennuis, car ils ne respectaient pas la propriété privée, traversant pelouses et jardins comme si le monde leur appartenait. Ensuite, ils se nourrissaient en fouillant dans les poubelles et laissaient les immondices traîner sur la route. De plus, ils avaient la fâcheuse habitude de copuler bruyamment la nuit et puis de mettre bas un peu partout. Si le quartier devenait infesté de chats, se demandait le chien, son bien perdrait de la valeur. Et alors, adieu, retraite dorée au soleil, au bord de la mer. Enfin, notre chien, pour tout vous dire, avait horreur des miaulements, parce que ça l'empêchait d'écouter ce qu'il aimait par-dessus tout, la musique classique.
qui ne s'appelait pas Beethoven, aimait la musique classique. Et c'était un brave chien. Mais de son côté, notre chat n'était pas non plus un mauvais chat. Il avait rendu bien des services dans son pays, en se laissant caresser, en amusant les enfants, en éloignant les rats qui menaçaient les récoltes. Et puis, pour tout vous dire, c'était un chat poète qu'on avait surnommé Baudelaire, car il parlait en vers, à moins que ce ne fût pour le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales. Lorsqu'il penchait la tête en arrière et que sa queue battait comme un métronome, des mots rares et précieux fusaient de sa gorge en une fontaine enchanteresse. Ce don de la nature lui avait valu une certaine notoriété dans son pays d'origine. On venait des villages alentours pour boire ces images parfumées et se griser de ces métaphores comme on consulte un oracle. Mais la guerre avait noyé ces arabesques vocales sous un déluge de plomb. Craignant pour sa vie, il marcha donc vers des terres moins hostiles, là où tout décordre et beauté, luxe, calme et volupté, ainsi qu'il le dit avec un triste sourire au moment de quitter ses plus proches amis. Il traversa même la Méditerranée, lui qui avait horreur de l'eau. Alors qu'il nageait, épuisé, sentant ses dernières forces l'abandonner, il lança un alexandrin dans un ultime effort. « Homme libre, toujours, tu chériras la mer. » Un beau signe des mers, au cœur charitable, entendit son SOS et, de son bec, attrapa délicatement la peau de son cou juste avant qu'il sombre au fond des océans et des gouffres amers. D'une de ses ailes déployées, l'oiseau aux couleurs de neige protégeait les yeux du chat poète brûlés par le soleil. Pour agrémenter le voyage, le cygne se mit à chanter une sublime et radieuse mélodie, car c'était un cygne aimé des dieux qui produisait les sons les plus beaux et les harmonies les plus déchirantes. Dans son délire causé par la fièvre, le chat ne sut s'il rêvait ou s'il était déjà au paradis. Cette musique, qui semblait émaner de l'Olympe, lui redonna du courage. Et il pensa, tout en respirant la chaude odeur musquée de son sauveur, ô serment, ô parfum, ô baisers infinis.
chanter du Dvorak. Le chat Baudelaire se réveilla sur une plage, seul, au milieu des crabes qui cherchaient piteusement pitance. Il marcha vers le nord durant toute une journée et s'arrêta devant une niche ravissante pour se reposer. Il avait des heures de sommeil en retard qu'il comptait rattraper sitôt qu'il se serait débarbouillé, car
il ne plaisantait pas avec l'hygiène. Il aperçut la mine revêche du chien de bonne race et de fier pédigré, mais il en fallait davantage pour émouvoir un voyageur harassé d'avoir traversé l'empire familier des ténèbres, ainsi que pour troubler les parcelles d'or de ses prunelles mystiques. Une fois son poil propre et lustré, le chat se mit en boule et commença un petit somme sans fermer tout à fait l'œil, car il savait que le monde était rempli de dangers et d'empêcheurs de dormir en rond. Le chien poussa un aboiement bref pour montrer qu'il entendait rester maître chez lui, mais il n'alla pas plus loin car d'abord c'était un chien éduqué, respectueux d'autrui et peut-être un peu lâche. Le chat prit cet aboiement pour un cordial bonjour auquel il ne répondit pas. D'abord, il était bien trop fatigué pour miauler de retour, et puis son éducation à lui était régie par des coutumes différentes qui lui commandaient de garder ses distances avec les inconnus. Le chien vit que le chat l'ignorait complètement. Il interpréta ce quant à soi comme du mépris. « Ah ben elle est forte celle-là, pensa-t-il, ça débarque on ne sait d'où, et ça fait comme chez soi. » Il décida d'aller se plaindre auprès d'un chien policier qui habitait tout près de chez lui. Sur la route, il s'arrêta un moment pour écouter le murmure du vent qui porte la rumeur du monde. Il se demanda si ce qu'il entendait était un signe de bonne ou de mauvaise nouvelle. Était très occupé. Que depuis la victoire du parti Le Naturel au galop aux dernières élections, tout selon lui allait à volo. La diminution drastique des jours de chasse avait entraîné une prolifération des lapins, qui avait donné lieu à une invasion de renards venus du nord.
La suppression de la chasse à courre mit pas mal de chiens au chômage, créant des problèmes de drogue, accentués par la libéralisation du cannabis, d'insécurité aussi, et des troubles incessants de l'ordre public. Bref, il ne savait plus où donner de la gueule. Quand le chien, qu'il connaissait de vue, vint lui parler de son problème, très anecdotique à ses yeux, il haussa les épaules d'un air fataliste. « Mais je ne peux rien, tant qu'il n'y a pas de délit caractérisé, soupira-t-il. Les associations de défense des chats errants sont composées de tigresses qui me sautent à la gorge dès que je touche un poil de ces sacs à puces. » Tout en se grattant la tête, car tous ces ennuis lui donnaient de l'eczéma, le chien policier demanda « De quelle taille est-il, ce chat errant? Grand? Petit ?» Le chien réfléchit. « Je dirais mi-grand. » Le chien policier fit la grimace. « On ne peut rien contre les migrants, si au moins il avait été mi-petit. » Et là, migrant ne peut pas. Alors notre chien rentra chez lui, fort dépité, en maudissant intérieurement la vie moderne. Ah, de mon temps, c'était autre chose. Le chat dormait toujours à quelques pas de sa niche. Le chien s'ébroua pour manifester sa présence et signifier une indignation polie. Le chat ne réagit absolument pas. Le chien se mit alors à creuser un terrier, provoquant un beau nuage de poussière. Le chat souleva une paupière et s'étira gracieusement avant de s'allonger de tout son long en lui tournant le dos. Le chien rentra alors dans sa niche en maugréant. Après un repas léger qui lui resta sur l'estomac, le chien tenta de dormir malgré les contrariétés du jour. Il passa une nuit très agitée, peuplée de cauchemars épouvantables où les félins étaient devenus les maîtres du monde. Le lendemain, il fut réveillé par une musique qui le troubla profondément.
sortit de sa niche, les yeux humides, le cœur battant, car cette musique l'avait ému aux larmes. Et ce qu'il vit transforma d'un coup le miel qui adoucissait son âme en un vinaigre acide et brûlant. Le chat était toujours là, l'air triomphant, le poil moqueur, l'odieux animal, la répugnante charogne disputaient une ardente conversation avec un cygne des mers doté d'une voix d'or qu'on appelait Wagner. Il se trouve que le chien mélomane était éperdument amoureux du cygne musicien. La jalousie dévora alors ses entrailles à pleines dents. Suivant un rythme doux et paresseux et lent, le sublime Lohengrin s'envola vers les voûtes azurées sans un regard pour le pauvre canidé. Il fallut quelques secondes au chien pour endiguer le flot d'idées contradictoires qui ravageait son cerveau. Tandis qu'une voix lui conseillait de mépriser l'affront, une autre lui enjoignait de prendre les armes. Très agité, sans avoir pu juguler ces deux courants contraires, le chien s'approcha du chat. « Vous parlez la langue des signes, maintenant ?» aboya-t-il. Nous prenions en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes, répliqua le chat. Quelle prétention, songea le chien ulcéré. Comment ose-t-il, misérable vermine, se comparer à cet oiseau magnifique, chez qui tout est poésie, à ce roi de l'azur, dont le chant est un déchirant sanglot? Et quelle étrange façon de parler, quelle galimatia tarabiscotée! Comment vous appelez-vous? Demanda le chien en se maîtrisant à grand-peine. On m'appelle Baudelaire, répondit le chat. Connais pas, dit le chien. Où avez-vous grandi? Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Ça y est, c'est reparti, pensa le chien. Mais qu'est-ce qui baragouine? Et ces grands airs, ces poses, ces yeux crâneurs, mais pour qui se prend-il, ce va-nu-pied? S'il est vrai que la haine est un ivrogne au fond d'une taverne, la voix du chien dégueulait une chanson à boire, hurlée par une horde de marins ivres. « Que faites-vous ici, devant chez moi ?» dit-il, les yeux en feu, les babines retroussées. L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière, avec la triste voix d'un fantôme frileux. « Allez vous réchauffer ailleurs, vous n'êtes pas le bienvenu ici, le chien. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Oui, eh bien, assez rit. Tu vas voir comme tes ailes de géant vont t'empêcher de marcher. » Et les mâchoires du chien se refermèrent sur les flancs du chat qui hurla de douleur avant de grimper péniblement au sommet d'un if violet. Tremblant de tous ses membres, le chat laissait échapper une plainte étouffée. Sa plaie saignait abondamment et rendait son poil poisseux. La souffrance était si vive qu'il crut s'évanouir. Les larmes brouillant son regard, le paysage devenait sombre et flou. Le chien rentra chez lui. Pour couvrir les gémissements du chat, il écouta le chant du cygne grâce à un disque pirate. Il l'avait trouvé au marché noir, car le noble volatile avait interdit formellement toute commercialisation de son art.
en écrasant une larme, tandis que tout près de lui, la souffrance du chat n'éveillait en lui aucune compassion. Comme le soir commençait à tomber et que le calme envahissait la vallée, il entendit distinctement une voix qui disait « Il me semble parfois que mon sang coule à flot, ainsi qu'une fontaine au rythmique sanglant. » Il sortit pour voir qui avait prononcé ces mots ridicules et cette plainte emphatique. Au sommet de l'arbre qui surplombait son jardin, il aperçut le chat Baudelaire et le cygne Wagner en grande conversation. De nouveau, la jalousie tenailla ses viscères. « Pas cette fois, c'en est trop, dit-il pour lui-même. Tu vas sangloter pour quelque chose. Saleté, pourriture. » Il trouva un vieux lance-pierre au fond d'une valise. Il choisit un caillou bien rond au bord de la route, arma son arbalète de fortune, visa et tira. Mais comme il ne s'était pas entraîné depuis longtemps, le caillou tomba mollement à ses pieds. Une brise légère caressa le feuillage de l'arbre où se tenaient toujours le chat et le cygne, l'un contre l'autre, innocents comme deux adolescents retrouvant le vert paradis des amours enfantines. Il opta pour un caillou plus pointu, visa et tira de nouveau. L'énervement le rendit maladroit, il s'entailla le doigt. Le cygne avait arraché quelques douces plumes de son tendre duvet pour soigner les plaies du chat. Si son chant avait le pouvoir de soigner les âmes, son plumage possédait celui de guérir les blessures du corps. La douleur semblait s'être évanouie et la voix du chat poète retentit de nouveau au rythme de sa queue qui remuait comme un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Mais il se moque de moi, pensa le chien ivre de rage. Il me nargue, il me provoque. Les yeux aveuglés par la haine, il choisit la pierre la plus aiguisée de son jardin et tira une troisième fois. Un gémissement étouffé répondit au son coupant du projectile, fendant les feuillages tremblants. Ce fut comme si la corde d'un violon se cassait au beau milieu d'un concert enchanteur. Puis, un noir silence, accablant, mortel, sourd, dans une pluie de feuilles et de plumes mêlées, le corps du cygne tomba mollement à terre et gît dans la poussière. La robe d'un blanc immaculé brillant dans la nuit bleue, un trou rouge entre les diamants de ses yeux immobiles.
Dieu, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Murmura le chien hébété. Ah Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. Curieusement, le chien s'était mis à parler comme le chat. Comme si l'amour, à peine débarrassé de sa vieille compagne, la haine, lui avait donné du génie. Comme si l'effroyable douleur d'avoir perdu un être cher lui avait soufflé des mots venus d'ailleurs. Ou comme si la perspective de devenir à son tour un vagabond lui conférait une nouvelle grandeur. Quant au chat, il restait muet, abasourdi par la férocité du geste, étouffé par le sang et noyé sous les larmes, le cœur enseveli dans cette allégorie. Chat séraphique, chat étrange, as-tu perdu la voix des anges? Demandaient tous les oiseaux de la forêt réunis en concile. Cette agitation rendit au chien ses esprits et sa ruse. Il jeta son lance-pierre dans un fourré et se mit à crier « Holà, holà, au meurtrier, à l'assassin, complot infâme, funèbre bataille !» Ces aboiements retentirent dans toute la vallée et attirèrent des curieux de plusieurs lieues à la ronde. « Regardez le carnage, plaida le chien, ce chat errant, venu de contrées lointaines pour troubler la tranquillité des braves gens, vient d'oxyre un animal sacré, un noble artiste, un musicien du ciel. Par sa faute, nous pleurons et déplorons sans bruit la mort du vierge vivace et du bel aujourd'hui. » Le chat voulut se défendre, mais aucun son ne sortit de sa gorge. On prit son silence pour un aveu, et l'on voulut le pendre sur le champ. « Non, 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 non !» dit le chien policier. « Point de gibet hâtif, un procès en bonne et due forme. Allez, tous au tribunal !» On emmena le chat sous bonne escorte. Quant au cygne, il resta à terre, le cou brisé, et tendu vers où? Vers le ciel ironique et cruellement bleu, comme s'il adressait des reproches à Dieu.
troisième jour de l'arrivée du chat poète sur ces terres inhospitalières, son procès commença. Le juge était un bœuf qui noyait dans l'alcool son chagrin de n'être pas né sous le signe du taureau. Le procureur avait l'air d'une vraie peau de vache. En guise d'avocat, on fit guérir pour la forme un âne mélancolique. Tous les félins ayant été récusés par l'avocat général, le jury se composait exclusivement d'animaux à plumes tirés d'une basse-cour voisine. Pintades furieuses, dindons au regard menaçant, poules et coqs à la crête vengeresse, trônaient sous le glaive et la balance. « Accusés, levez-vous !» lança le bœuf au visage cramoisi par le vin de la veille et du matin. Ce juge, qu'on appelait dans les allées du palais le bœuf bourguignon, à cause de son penchant pour le Côte de Beaune, et même en Gironde, quand il allait en procès, on l'appelait l'entrecôte bordelaise, parce qu'il aimait aussi le Saint-Émilion. Ce juge, donc, était célèbre pour ses verdicts impitoyables. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Laissez mes défenses tranquilles, lança une voix dans l'assistance. C'était l'éléphant qui voulait faire un mot d'esprit. Silence, ou je fais évacuer la salle, tonna le bœuf, qui n'aimait pas qu'on se paye sa tête par des jeux de mots idiots. Alors, monsieur le chat, vous donnez votre langue ? Demanda le bœuf en clignant malicieusement de l'œil de bœuf, évidemment. Un rire timide salua cette plaisanterie. Le bœuf ne manquait pas d'humour, mais il avait horreur de la concurrence. Lui seul avait le droit de faire des blagues dans son tribunal. Il donna l'autorisation de la récréation en riant lui-même très fort. Le chat Baudelaire voulut raconter toute l'histoire, mais les mots refusaient toujours de sortir de sa bouche qui exhalait un râle étranglé. Les animaux se moquèrent ouvertement de lui. La hyène se tenait les côtes. Les moutons bêlaient à s'en décrocher la mâchoire. Et les chevaux héhissaient en se levant sur leurs pattes de derrière. « Vous avez un chat dans la gorge ?» demanda le bœuf en dodelinant de la tête sous sa perruque de magistrat. Une franche hilarité secoua toute la salle et fit trembler le sol. Quand il jugea qu'on avait assez ri, le juge obtint le silence d'un coup de sabot sur son bureau. « Qu'en pensent les jurés ?»« À mort !» crièrent les gallinacés en chœur. « À mort ! À mort !» répéta la salle en écho. « À mort !»« La cause est entendue, » dit le bœuf. « Maître, avez-vous quelque chose à ajouter ?» L'âne mélancolique n'était pas un idiot. Il avait eu l'idée de prélever une longue plume sur l'aile du cygne mort. Il la brandit en un geste théâtral de prétoire, et la foule, car rien impressionne, se tut aussitôt. Il expliqua que le chat était un poète et que le meilleur moyen de faire parler un poète, c'était de lui donner une plume. Il la brandit sous le museau du chat, qui éternua 3 fois et retrouva miraculeusement la voix. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Que dit-il ? Quelle est cette langue étrange ? Est-ce la langue du démon ? Se demandaient tous les animaux avec inquiétude. L'âne reprit la parole. Il suggéra à la cour
de réhabiliter une coutume ancienne qui prônait de s'en remettre sagement au jugement des dieux. Il rappela que le cygne étant un animal sacré, il allait faire entendre sa voix par-delà le royaume des morts. Si l'on prêtait attention à son message, il deviendrait très simple de savoir si le chat était innocent ou coupable du forfait dont on l'accusait. Ces propos firent sensation. Tout le monde regretta d'avoir pensé si longtemps que l'âne était bête. Dans le prétoire, on pouvait entendre voler une mouche, et même plusieurs qui tournaient obstinément autour d'un couple de cochons. Retenant son souffle, l'assistance entière fixa le chat pour connaître le verdict des dieux. Le chat prit la plume, la glissa derrière son oreille. Comme cette plume était magique, le cygne, par-delà le royaume des morts, allait le sauver pour la 3e fois. Vous vous demandez comment ce prodige va survenir, comment ce poète étranger dont personne ne comprend le sabir va-t-il enfin se faire entendre? Par quel miracle va-t-il s'exprimer dans une langue universelle qui le fera respecter? Et comment va-t-il conquérir les cœurs en perpétuant l'art sacré du cygne, pour que les parfums, les couleurs et les sons se répondent, pour que les nations corrompues continuent à jouir des beautés inconnues? Innocent comme l'azur, les oiseaux et les fleurs, le chat ouvre la bouche et laisse échapper une symphonie que la foule entend stupéfaite, le regard tourné vers les cieux.
finir cette histoire et de lui trouver une morale qui ne soit pas trop moralisatrice. D'abord le chien. Le chien de bonne race et de fier pédigré. Qu'est-il devenu? Dans un premier temps, une fois l'émotion passée et le chat réhabilité, les animaux ont vite fait de désigner le fautif de tous ces troubles. La foule réclame toujours un coupable. Peu importe qui il soit, le sang lave le sang. Le lama s'est donc approché du chien et lui a craché au visage. Un jeune poulain lui a donné une violente ruade dans les reins. Alors qu'il gémissait à terre, l'hippopotame a voulu s'asseoir sur son visage pour l'étouffer. Mais la voix du chat s'est élevée. Il a dit que le chien était assez puni et qu'il convenait de pardonner. Puis, il l'a regardé avec des yeux très doux et le chien s'est jeté dans ses bras. Morale de cette histoire. La musique, les chiens et les chats apaisent les tracas. Et puisqu'il n'y a pas de raison de rester les deux pieds dans le même sabot, la morale subsidiaire sera: quand la musique est là, la danse est à deux pas.
Et bonjour pour les bons amis. Yes.